Une question, malgré tout, nous brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que je fume mon cigare jusqu'à la fin? Non, pas du tout, c'est pas celle-là, pardon. Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Alors vous l'avez remarqué, la chronique 66 s'est volatilisée plus vite qu'un arnaqueur de Bonneton aux portes de Clignancourt. Aussitôt publié, aussitôt oublié, telle devrait être dorénavant la devise de cette chaîne. Mais bon, continuons malgré tout notre travail de sape, ce trou que nous creusons à la petite cuillère pour nous évader vers la vérité. Avec cette chronique 67 d'un homme, que dis-je? Non pas d'un homme, d'une personnalité sacrée de la pensée française, j'ai nommé Monsieur Édouard Drumont, au sujet de son ouvrage La tyrannie maçonnique datant de 1899. D'aucuns voudraient, enfin, posons-nous la question sur ce qui est à chaque fois ce d'aucuns. D'aucuns voudraient cantonner Monsieur Drumont à son pamphlet La France J. Ce serait tellement réducteur et tellement faux, car il fut un penseur émérite, puisqu'il commenta la vie française, la politique française, tel un fin limier, tel un sicaire précautionneux avec comme objectif principal la protection du français moyen, du travailleur. Sa popularité en cette fin XIXe siècle se veut indéniable. Anti-Dreyfusard, anti-Crémieux, il est élu député d'Alger en 1898. Comme le dit une plaque en sa mémoire, plutôt optimiste d'ailleurs, il avait prévu le mal dont la France a failli mourir. Oui, ce mal dont il parle, c'est la tyrannie, avant tout, la tyrannie. Revenons sur ce terme un instant. La tyrannie, c'est un pouvoir total et sans contrôle, c'est-à-dire un pouvoir dominant, c'est-à-dire un pouvoir supranational si l'on s'arrête à la franc-maçonnerie en France. Rien, ni personne, ne peut plus freiner cette obédience, une obédience qui exerce son pouvoir au besoin sans aucun état d'âme, par la force brute même. Cependant, tyrannie ne signifie pas impopulaire, faites attention. Il existe une bonne tyrannie, il existe deux bonnes tyrannies, des tyrannies qui tirent vers le haut, des tyrannies qui élèvent le peuple grégaire par le col, en le soulevant. Drumont le savait évidemment, voilà pourquoi dans son pamphlet il s'était vertué à démontrer l'aspect nocif, destructeur et anéantissant de la franc-maçonnerie dont le but premier a toujours été le mépris du pauvre, disait-il, en opposition totale avec la doctrine du Christ. Par cette démonstration, il boucle l'aspect intrinsèquement anticatholique de la maçonnerie. L'essentiel nous tend les bras, alors vous le savez, puisque nous l'abordâmes plusieurs reprises au sein des chroniques 10 ou 20 par exemple, la franc-maçonnerie est une institution d'origine J. Et Édouard Drumont, enfin limier qu'il est, dégaine ses arguments, ses observations. Peu importe par où vous pénétrez la franc-maçonnerie, tout vous parle de la Judée. Kadosh signifie saint en hébreu. Le chandelier a 7 branches, l'arche d'alliance, l'année maçonnique calquée sur l'année J avec des mois J, le cérémonial des admissions, les gravures des temples représentant Moïse et Élie, les mots de passe qui sont Judas et Benjamin ouf. J'en passe. Au rituel du chevalier de Rose-Croix 18e degré, certaines loges s'unissent au J pour célébrer la Pâque en commémoration de l'exode d'Égypte. C'est la fête de l'Agape, une fête qui respecte donc en tout point, dans son rituel, la célébration de la Pâque J, avec son agneau sacrifié, dont on coupe la tête et les pieds. Par cette tradition, de façon évidente et délibérée, les maçons reconnaissent fièrement leur filiation J, dont ils sont les fils spirituels. Ainsi, sans jeu de mots, tout s'illumine. Leur haine du christianisme s'explique. Elle s'explique fort aisément maintenant que l'on a démenti et détruit cette contre-vérité d'une franc-maçonnerie indépendante. Nulle indépendance, évidemment. La franc-maçonnerie est une officine de l'Alliance israélite universelle, un bureau de recrutement de gogoï, une énorme blanchisseuse qui transforme les bonnes âmes en serviteurs de la cause J. Magistrats, généraux, députés, présidents et même évêques. Tous au service du seul et unique initié, le J. En deuxième lieu, Édouard Drumont nous assène que la franc-maçonnerie est une institution cléricale. Précisons, en guise de propos liminaire, que le cléricalisme c'est l'abus de la religion, comprendre quand la religion dépasse ses prérogatives et empiète. C'est un débordement malsain. L'histoire de France est pléthorique de ces bisbilles entre les rois et les autorités religieuses. D'ailleurs, l'on comprend entre les mots que l'auteur se veut plutôt gallican. Bref, là n'est pas le papotage.
Écraser l'infâme, disait Voltaire au sujet du catholicisme. Nous voilà bien au-delà du simple débordement. La franc-maçonnerie l'écrase toujours plus, cette religion catholique, dans un pays où maçons, protestants et J dominent, scrutent toutes les places du pouvoir économique et politique face à une imposante majorité de catholiques, imposante majorité du peuple français catholique en 1898. La franc-maçonnerie arbore absolument tous les atours d'une religion inconnue dont vous ignorez le Dieu, d'une religion intolérante à l'extrême, d'une religion grotesque qui se moque allègrement des sacrements chrétiens, mais en institue d'autres, absolument tous loufoques et risibles. Monsieur Drummond nous gratifie de quelques exemples de rituels que je vous partagerai sur Telegram, bien sûr, si vous avez l'habitude de m'y suivre. Des rituels donc, mais aussi un catéchisme propre. Ce sont des bigots, disons-le tout net, on peut le résumer comme ça, avec leur grand idéal moral qu'ils désirent enseigner dans chaque hameau de France par une sorte de pasteur laïque dont le but, dans le seul et unique but de substituer une religion à une autre, la leur. Mais alors, quelle est-elle cette religion maçonnique? Le satanisme? Le palladisme? Nul besoin de se rendre aussi haut, proclame l'auteur. Quant à l'athéisme et le matérialisme, ce ne sont que des concepts de non-croyance. Non, pour Édouard Drummond, la religion maçonnique, c'est la négation de toute élévation au service des J et des protestants. Deux exemples. Il prend deux exemples. Le premier, Gambetta, le maçon métis hébreu qui, dès 1878, prône la séparation de l'Église et de l'État, et non pas des Églises et de l'État. Car selon lui, ni les protestants ni les J n'y sont pour rien. Voyez. Deuxième exemple. La Ligue de l'enseignement, sorte de maçonnerie extérieure qui imposa une réforme en profondeur de l'instruction. Qui en furent les trois principaux protagonistes? Eh bien, trois protestants anciens pasteurs. Le premier, c'est Pécaud, un dreyfusard hystérique qui prétendait en 1879 que la réforme de l'enseignement était l'achèvement de la réforme religieuse ébauchée par Luther. Le deuxième, c'est le prussien Steg. Et le troisième, c'est un certain Boisson. Ajoutez à ces lurons de nombreux universitaires J comme Weil, comme Bach, et vous obtenez un cléricalisme maçon fruit de la coalition haineuse des J et des protestants. Ainsi donc, la franc-maçonnerie s'est accaparée la République qui est devenue sa chose, sa vache à lait. Dans un de ses livres, M. Colpin Albancelli, ancien maçon, estime à 150 le nombre de députés affiliés aux loges aux alentours de 1875. Même proportion au Sénat. Affilié aux loges, je le rappelle, signifie être l'esclave, le serviteur docile de la secte maçonnique à laquelle ils ont prêté fidélité. Les loges donnent autorité aux francs-maçons, comme le Kahal donne autorité aux J, sur le Goy. Le seul mandat qui compte pour le maçon est celui qu'il tient de ses frères de loge. Seul celui-ci est sacré. Une association secrète illégale mène donc la France. Mais alors, qu'en est-il des rapports entre la franc-maçonnerie, justement, et ce peuple de France? L'image policée de la secte maçonnique ne résiste guère dès lors que l'on gratte quelque peu. Sous couvert de socialisme, histoire d'endormir le chaland, les loges n'ont en réalité que mépris pour les travailleurs français, pour les besogneux. Dès l'article 8 de la Constitution du Grand Orient, nous apprenons qu'il est indispensable d'être riche pour prétendre au titre de maçon. Haine du pauvre, oui, dans la droite ligne de leur haine du catholicisme, l'altruisme étant une valeur qui n'est appliquée qu'aux frères maçons. Et leur philanthropie autoproclamée demeure un mythe. Leurs soi-disant orphelinats sont financés par l'État et leurs grades sont payants, c'est-à-dire inaccessibles aux petites gens, au peuple. Tout comme leur diplôme d'ailleurs, celui de maître, de Rose-Croix ou de Cadoche. L'accès aux loges lui est fermé à ce petit peuple, en raison de son ignorance, clament-ils pour leur défense. Les Français du quotidien seraient incapables de partager les travaux élaborés de la société maçonnique, ce qui prête à sourire au regard des âneries pratiquées dans les loges. En fait, c'est l'inverse, c'est même tout l'inverse. Ils craignent le peuple et sa perspicacité, plutôt son bon sens. Ce peuple débrouillard et autonome qui viendrait se mêler aux frères ahuris, soumis et obéissants, imaginez un peu. Voilà pourquoi, de peur de voir le socialisme révolutionnaire prendre le pouvoir, les loges créèrent le socialisme maçon en 1893 sous les auspices du J. Benoît Lévy.
Jaurès s'est bien gardé de le dire, par exemple, que ce socialisme maçonnique servait à canaliser les revendications sociales. Si les ouvriers furent bafoués, il y eut malgré tout un grand gagnant, un certain Dreyfus. Oui, voilà l'affaire qui touche le peuple français et les maçons. Nous sommes en plein dedans. Le voilà l'exemple type, la synthèse. Et oui, comment aurait-il pu en être autrement? Les Huguenots et les J en avaient fait leur affaire de cette affaire Dreyfus. Logique donc que les loges viennent s'accrocher au wagon. Elles encouragent le ministère Brisson à démolir l'armée nationale au profit des J, des Allemands et des Anglais. Elles adressent leurs félicitations à Zola au moment de son procès. Elles déclarent traîtres à l'humanité les députés et les sénateurs qui maintiennent l'injustice présumée au sujet de Dreyfus. Elles essaient de plus d'étouffer le procès de Rennes et de liquider la trahison du cher Dreyfus dans une opération secrète. Mais la justice française, peut-être pour la dernière fois de son histoire, triompha et Dreyfus fut condamné après 29 audiences toujours plus accablantes les unes que les autres. La franc-maçonnerie ne le toléra pas et accompagnée de la synagogue, elles firent de Dreyfus un martyr, un traître, à réhabiliter, selon eux. Elles ne lâcheront jamais. Nous l'avons subodoré précédemment, la franc-maçonnerie, dans la mesure où elle œuvre contre le peuple de France, est une association internationale. Nous vous renvoyons d'ailleurs à notre chronique hautement importante, la 57, portant sur l'essai de Copin Albancelli. En clair, les loges françaises restent en constante communication avec des loges extérieures. C'est un fait indéniable, sans que l'on puisse savoir ce qu'il en retourne en détail. Ce paravent J qu'est la franc-maçonnerie ne jure que par la domination universelle. Les États-Unis d'Europe, déjà, à la fin du XIXe siècle, étaient souhaités, étaient promus, visés par les fils de la veuve, et ce, dans le dos des Français, sans jamais les consulter, dans un mépris absolument ébouriffant. Mais alors, me direz-vous, qu'en est-il du patriotisme? Les loges rejettent-elles intégralement ce concept? Eh bien, c'est un petit peu plus subtil que ça. Dans le fond, elles poursuivent évidemment le but de la destruction des patries. Dans la forme, elles peuvent se montrer patriotes, dans un souci, dirais-je, de communication, dans un souci d'endormir la masse. Prenons l'exemple typique de Jeanne d'Arc, la figure française honnie par la franc-maçonnerie. D'abord, elle fut traitée d'hystérique, d'illuminée dans leur anti-catholicisme classique, en vain. En vain car le peuple l'adorait. Alors ils changèrent leur fusil d'épaule et firent de Jeanne d'Arc une patriote laïque manipulée par les curés. De toute façon, les loges ont toujours lutté contre l'idée d'une fête nationale dédiée en France à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, la franc-maçonnerie a toujours gagné sur ce point. Quand la fête est votée au Sénat, elle est par la suite rejetée par les députés. Pourquoi cette haine contre la pucelle, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, car elle prit le parti de Charles VII, le roi de Bourges, au lieu d'Henri VI, le roi d'Angleterre. Et car, surtout, elle mourut en martyr pour que la France restât française. En clair, Jeanne d'Arc avait mis à mal les deux combats maçonniques, les deux chevaux de bataille maçonniques, les États-Unis d'Europe et l'alliance anglaise à cette époque. À la fin du XIXe siècle, c'est l'alliance allemande qui est promue. Voilà pourquoi les maçons haïrent le général Boulanger, responsable d'un regain de nationalisme, retardant par là même le désarmement de l'armée française, tel que désiré par les loges. Parce que, en France, sachez-le, depuis le XIXe siècle, l'armée est une chasse gardée de la franc-maçonnerie. Pourtant, le devoir maçonnique et le devoir militaire sont inconciliables, absolument inconciliables. Les maçons justifient cela, entre autres, en expliquant que le militaire est un petit enfant qui a besoin d'être canalisé, ou encore en nous expliquant que la France et l'humanité entière sont liées. C'est d'ailleurs ce que nous évoquions dans notre chronique 65. Il est donc logique, selon eux, que l'armée de la patrie française soit au service de l'humanité par le truchement de la franc-maçonnerie universelle. La France n'existe plus. En résumé, ce n'est pas nouveau, les officiers de notre armée prennent part à des cérémonies grotesques, depuis bientôt 2 siècles où ils y reçoivent des ordres contraires aux intérêts de la France. La loyauté n'est plus. Mais les premiers responsables restent nos politiques, nos politiciens, qui n'ignorent rien de tout cela et qui se taisent par carriérisme. En 1882, l'un d'eux essaya. Il se rebella. Le général Biot exigea des commandants de l'armée française de n'entrer dans aucune association. De suite, la franc-maçonnerie riposta et Biot fit machine arrière. « Il ne visait pas la franc-maçonnerie », proclama-t-il.
Même chose pour monsieur de Freycinet en 1889, qui subit les foudres du Grand Orient et pratiqua la politique de la reculade. En conclusion, l'armée française est devenue une officine aux ordres des J et de la politique mondialiste. Mais une autre conséquence absolument délétère n'est jamais évoquée, tellement elle est peut-être évidente. C'est celle de tous ces jeunes Français qui furent enfermés dans des casernes pour servir les intérêts autres, aux frais du contribuable français, évidemment, et qui sont autant de forces vives sacrifiées, qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier, de servir la France autrement, d'enrichir leur pays ou de trouver leur voie. Le gâchis est monumental. On les a détournés de leur destin. La société française est gangrénée, principalement un domaine, la justice. De même que pour faire un civet, il faut prendre un lièvre, de même pour faire un juge, il faut prendre un franc-maçon, nous glisse subtilement avec humour monsieur Drummond. Allez, quelques connaissances juridiques, une robe noire, une peau de lapin et hop, c'est parti. Nous voilà avec un homme capable de distribuer à ses semblables des mois et des mois de prison. Ou pas. Tout dépend de la clientèle, évidemment. Seulement ce monde de la justice qu'il s'accapare n'est bon que pour les gueux, les édentés, les gogoïmes. Les maçons, eux, ont leurs propres tribunaux secrets. Solidarité maçonnique oblige. Et le secret, avant tout, c'est le serment premier que doit prêter tout apprenti, aussi ridicule soit-il, je vous en ferai part sur mon fil Télégramme. Pourtant, les indiscrétions sont légion, les hauts gradés maçons peinent à les résorber. Mais il n'en est pas moins que le secret entre les mains de la franc-maçonnerie demeure un instrument d'une puissance considérable, terrible, ceux des plus hauts gradés surtout, et précisément. Alors, une question malgré tout nous brûle les lèvres. Pourquoi est-ce que je fume mon cigare jusqu'à la fin? Non, pas du tout, c'est pas celle-là, pardon. Est-ce légal? C'est ça la question. Est-ce légal tout ça? A-t-on la possibilité juridique de ne pas subir cette trahison interne? Eh bien non. Non, nous ne l'avons pas. La liberté d'association est garantie scrupuleusement par tous les pays dits démocratiques. En Angleterre et aux États-Unis, c'en est même naturel. L'État n'a pas à s'en mêler. La France fait exception, cela dit. La Constitution interdit la réunion de citoyens de plus de 20 personnes. D'ailleurs, les cacailles n'ont pas le droit de se réunir. Apparemment. Juridiquement donc, un représentant de l'État pourrait se rendre dans n'importe quelle ligue maçonnique pour demander ce qu'il s'y complote. Seulement cela n'arrivera pas, puisque la franc-maçonnerie commande en souveraine maîtresse à tous les gouvernements qui se succèdent en France sous l'étiquette fallacieuse de gouvernement républicain, car la République est, de facto, maçonnique. Allons au-delà du livre. Alors dans la même veine, et nous vous renvoyons à notre chronique 10 pour d'autres explications outre l'anticatholicisme, la franc-maçonnerie et les J, dans leur fonctionnement interne, font preuve de similarité qui ne laisse pas de place au doute. 3 principales pourraient être ajoutées au travail effectué par M. Drummond. La première similarité, c'est l'adaptation à l'ère du temps. Nous avions étudié en chronique 57 comment les maçons pouvaient être pan-germanistes puis totalement pro-anglais quelques mois plus tard. Pour les J, vous avez l'exemple sous vos yeux. La période actuelle, aussi répugnante soit-elle, dégage au moins le mérite de dévoiler plus clairement, de façon plus lumineuse, le mal. Les J libéraux, // ashkénazes, / tolérants, / gauchistes, avaient la main mise sur toute la pensée occidentale depuis les années 60, au point où, dans la tête de la plupart des gens, un J équivaut à une personne ouverte, tolérante, c'est-à-dire l'antithèse même de ce qu'ils sont réellement, de fiers racistes. Seulement, ces dernières années, l'agenda pour le Grand Israël s'est accéléré. Plus précisément, les plans ont changé. Il faut montrer les crocs, user de la force. Les mensonges politico-médiatico-diplomatiques israéliens ne passent plus, ne prennent plus. Depuis quelque temps, le J, repu de sa domination, montre son vrai visage, s'assume tel qu'il est. C'est ainsi qu'il faut comprendre le virage mondial à droite de ces dernières années. Ce n'est pas un sain retour au traditionnel, au conservatisme ou à la famille. C'est un retour à la droite guerrière, militaire, grossièrement patriote, comme pour nous préparer. Notre droitisation sera Lubavitch ou ne sera pas. La deuxième, c'est l'endogamie. Chez les J règne le pacte de sang. Le J ne peut être souillé par un sang différent, un sang autre. C'est une frontière infranchissable.
Nulle question de sang chez le maçon, c'est vrai, mais le principe de l'endogamie reste le même par le truchement du serment et de la loyauté. Si le J ne marie qu'une J, le franc-maçon, lui, ne coopte qu'un autre franc-maçon. Enfin, la troisième demeure la justice. Les J et les maçons ont leur propre justice interne. Ils règnent en maître sur une justice qui n'existe que pour les goïms, une justice à laquelle ils ne sont pas soumis le moindrement du monde. Terminons justement avec un questionnement sur la justice. Qu'est-ce que la justice finalement? Ah, l'Occident aime à se taper le ventre, à faire référence aux premiers législateurs grecs comme si nous étions dans leur lignée, à théâtraliser ses procès, à surmédiatiser ses affaires. La justice, ce n'est que de la forme finalement et aucun fond bienfaiteur, un spectacle, une parodie, une tragédie dans laquelle nous sommes tous victimes, des victimes heureuses et qui en redemandent en plus. Parce que dans le fond, la justice n'a qu'une seule utilité, maintenir une frontière, faire en sorte que cette frontière ne soit jamais traversée. Une frontière entre les élus d'un côté, les J et les maçons, et les non-élus de l'autre, les désargentés. La justice n'est que la gardienne de cet ordre établi, un garde-frontière qui veille au grain, qui s'assure que les deux mondes restent bien séparés. La justice, c'est occuper le terrain pour faire croire que vous êtes protégé, pour vous empêcher de réfléchir à votre propre justice et à créer la vôtre. La justice sert à dissuader les non-élus à mettre leur nez dans les affaires des élus. Ce sont les gardiens d'une forteresse. Voilà ce qu'est la justice. Dans la chronique numéro 22 sur Zemmour, je vous avais expliqué comment les J fonctionnaient avec leur propre justice interne, leurs tribunaux rabbiniques, leurs différends qu'ils règlent entre eux, dans les tunnels des synagogues, loin, bien loin des regards des non-élus. Mais alors pourquoi ces mêmes J sont-ils omniprésents dans le domaine de la justice publique? Avocats, juges, procureurs, pourquoi? Pourquoi alors que entre eux, ils ne font pas appel à cette même justice? Eh oui, quand quelqu'un fait le mal, il a toujours une réponse toute faite, préparée. Voilà pourquoi ils répondront que leur ouverture d'esprit et les émotions suscitées par les injustices qu'ils ont vécues à travers leur histoire les ont poussés à vouloir aider les autres, à vouloir les éclairer, à vouloir les guider vers une bonne justice. Libre à vous de le croire, bien sûr. À mon avis, une autre explication colle mieux à la réalité. La justice est un paravent J. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée.